Bonjour et bienvenue dans cette visite guidée de l'exposition virtuelle Napoléon, mythes et légendes. Cette exposition, elle retrace un petit peu l'image de Napoléon dans les arts, depuis son accession au pouvoir jusque dans la mémoire des peintres et des artistes. Et ce qui est très intéressant en fait dans cette exposition, c'est qu'on voit deux types de légendes et de mythes. Il y a d'abord le mythe, la légende, qu'il s'est construit lui-même en commandant de nombreuses œuvres d'art, en commissionnant des artistes et en se bâtissant réellement une légende personnelle. Et puis, il y a le souvenir, la mémoire qu'il a laissé dans le cœur des Français, car Napoléon est un héros national, une légende à lui tout seul. Et donc, eh bien, tout au long du 19e siècle, il y a eu des moments où les artistes et la société, par nostalgie, voulaient commémorer son image, son souvenir, en 1840 par exemple, du retour de ses cendres de Sainte-Hélène, ou encore au moment de l'accession au pouvoir de Napoléon III. Et puis, cette légende napoléonienne, eh bien, elle n'est pas sans zone d'ombre, notamment par rapport aux questions de l'esclavage ou de la répression de certains territoires occupés. On va aborder cette question-là dans les prochaines minutes. Et l'exposition s'ouvre sur cette cour des Invalides, assez grande, avec cette allée de canons pour la rendre un petit peu plus magistrale encore, avec ces fanions qui pendent aux fenêtres, comme pour faire une entrée triomphale de Napoléon, ce héros français. Deux statues équestres sont là pour l'accueillir. Et d'ailleurs, pour rajouter de la grandiloquence à cette entrée triomphale, regardez derrière vous, on voit l'arc de triomphe du carrousel du Louvre, celui qu'il a bâti au lendemain de sa victoire d'Austerlitz contre les trois empires. Lorsque l'on rentre dans cette exposition, on se retrouve face à ces 5 portraits de Bonaparte franchissant le col du Grand Saint-Bernard. Pourquoi avoir ouvert l'exposition là-dessus et avec ces 5 versions? Eh bien, parce que avant même d'accéder au pouvoir suprême, lorsque là, à ce moment-là, il est au retour de sa campagne d'Italie, le général Bonaparte sait se mettre en scène. Il fait appel à David, l'un des meilleurs peintres de son époque, pour le représenter dans ces 5 versions différentes, dans cette position fougueuse, avec ce cheval qui se cabre, sa cape qui part dans la bonne direction, la même direction que celle que le doigt pointe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est prêt à tordre complètement les faits pour bâtir cette légende. Car la réalité, c'est qu'il serait plus probablement passé à dos de mulet dans une redingote grise et beaucoup moins fougueuse. Mais qu'importe parce que Napoléon a compris le pouvoir de l'image, le pouvoir des symboles. Par exemple, sur ce mur-là à droite, on le voit dans les pestiférés de Jaffa, toucher la plaie des malades. Toucher la plaie des malades comme le faisait le Christ, comme le faisaient les rois le jour de l'onction. En reprenant ce symbole divin, en reprenant ce symbole guérisseur, eh bien, il s'approprie les codes du passé. De la même manière que sa très célèbre main qu'il glisse à l'intérieur de sa redingote. Et ce n'est pas un signe nouveau, c'est un signe de sagesse, un signe d'intelligence que l'on peut voir sur ce portrait de Mozart ou encore de Louis XVI. Sur l'autre mur, on peut voir son ascension politique, depuis les premiers portraits qui auraient été faits de lui à l'âge de 16 ans jusqu'au général et au coup d'État du 18 Brumaire. Sans oublier évidemment ce magnifique portrait de Bonaparte au pont d'Arcole. Le pont d'Arcole, une bataille célèbre sur laquelle Napoléon a gagné ses premières lettres de noblesse. Et justement, en rentrant dans cette salle que l'on a appelée la galerie des batailles, eh bien on peut voir l'importance des campagnes militaires dans la légende et dans l'iconographie napoléonienne. Car la grande armée a redonné sa fierté à la France. Napoléon a redonné sa fierté à la France qui sortait de 10 ans de tumulte révolutionnaire avec l'occupation de troupes ennemies sur le sol français. Et d'ailleurs, certaines victoires sont légendaires. Ici, par exemple, la bataille de Eylau, où Napoléon aurait fait sonner la charge de 12 000 cavaliers en même temps, ce qui constitue la plus grande charge de cavalerie jamais réalisée sur Terre. Si l'on avance dans l'exposition, on se retrouve ici dans la salle du sacre. Le sacre, c'est le pinacle du règne napoléonien et de son iconographie. Il reprend ici tous les symboles et les régalias du passé. On le voit par exemple dans ses portraits en manteau d'hermine rouge avec tous ces symboles. On le voit dans différentes versions réalisées par Gérard, Lefebvre ou Ingres. Il en existe encore beaucoup d'autres qu'il va diffuser dans toute la France et dans toute l'Europe. Et le grand sacre de Napoléon, c'est un morceau de propagande absolument merveilleux où on le montre ici au centre en train de faire la passerelle entre le monde civil et le monde divin, lui-même se couronnant et ensuite couronnant Joséphine.
Et puis, ici, on le voit dans un autre uniforme. Un uniforme d'un régiment qu'il affectionnait particulièrement et qui était aussi une de ses tenues de travail. On le voit ici, dans son bureau, dans son intérieur, toujours avec des régalias, mais représenté plus en homme politique. Et puis on avance. En fait, lorsque Napoléon se sacre empereur, il commence à s'éloigner du cœur des Français. Il rétablit la censure, il rétablit une noblesse, il rétablit un pouvoir de droit divin et héréditaire. Il renonce finalement à beaucoup d'idéaux de la Révolution française. Aussi, il n'y a plus que l'armée qui lui permet de maintenir cette fuite en avant, cet esprit de conquête impérialiste. Hélas, cette fuite en avant ne marche pas toujours. Après l'échec de la campagne de Russie, il est exilé à l'île d'Elbe. Et puis ensuite, après les 100 jours et la défaite de Waterloo, il se retrouve acculé ici à Fontainebleau, l'air renfrogné, sachant qu'il doit capituler. Et puis, sur ce tableau de droite vu par un peintre anglais à bord du Bellérophon, sur le point d'embarquer pour Sainte-Hélène, son dernier voyage. Son dernier voyage? Pas exactement. Regardez à droite, Napoléon sortant du tombeau. Eh bien, il est vrai que Napoléon est sorti du tombeau, tout du moins du tombeau du cœur des Français, car ses cendres ont été rapatriées en France pour être déposées aux Invalides en 1840. Et à partir de cette époque-là, la Napoléon Mania prend de l'ampleur, notamment avec l'arrivée au trône de Napoléon III. Ici, on a cette mosaïque réalisée par Ornas Vernet où, tel un Christ, Napoléon sort du tombeau, auréolé de lumière. Mais la légende napoléonienne n'est pas que auréolée de lumière. Il faut savoir prendre conscience aujourd'hui de certains aspects troubles, sombres de la légende et de l'histoire napoléonienne. Au premier rang desquels, il y a le rétablissement de l'esclavage en 1804, après son abolition. Le rétablissement de l'esclavage et l'esclavage en tant que tel est un crime contre l'humanité, contre lequel il n'existe pas de circonstances atténuantes. Bien souvent, on en cherche à Napoléon. Le rétablissement n'aurait eu qu'un effet que limité, ou alors les autres puissances qui occupaient les territoires voisins pratiquaient également l'esclavage. Qu'importe. Qu'importe, c'est un crime contre l'humanité qui, une fois qu'il avait été aboli par la Révolution française, ne devait pas et ne pouvait pas être rétabli sans affronter les conséquences que cela pèse dans la mémoire. De la même manière que, il existe d'autres points noirs de l'histoire napoléonienne. La violente répression qu'il a menée contre les territoires occupés en fait partie. Par exemple, après être venu en aide aux Espagnols, il bafoue complètement la monarchie espagnole pour installer à sa place son frère. Les Espagnols essayent de se soulever et de se rebeller. Ils sont très violemment réprimés et assassinés. Et enfin, il existe un dernier point dans la légende noire napoléonienne qui est un petit peu plus problématique. C'est les comparaisons qui sont parfois faites entre son règne et les régimes totalitaires du XXe siècle. La comparaison est très bancale. Quand bien même Napoléon a conquis toute l'Europe, parfois au mépris des vies humaines, on ne peut pas comparer les deux époques. On ne peut pas comparer la mémoire nazie avec la mémoire napoléonienne. Aussi cette photo de Adolf Hitler rendant hommage au tombeau de Napoléon ne doit pas être interprétée comme le signe d'un quelconque rapprochement. Voilà, cette salle, elle a vraiment pour but de nous faire prendre conscience aussi des cicatrices de notre passé. Et elle nous invite à les regarder frontalement, sans concession, non par révisionnisme historique, mais simplement par un devoir d'inventaire indispensable et salutaire pour notre époque. Voilà, c'est la fin de cette visite guidée. Je vous invite vraiment à vous balader dans l'exposition, à cliquer sur les œuvres, à apprendre plein de choses et à vous émerveiller devant la beauté de tous ces tableaux. Merci beaucoup et à bientôt.